Nous allons maintenant parler des structures ou structs en C qui sont une façon de contourner une des limitations du C à ne pas avoir de type de données très évolué. Alors, en C, il y a deux problèmes principaux avec utiliser les types de données de base. Premièrement, c'est qu'ils sont très basiques. Donc, justement, on peut définir des entiers, des chaînes de caractères, des nombres flottants, mais au-dessus de ça, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Et deuxièmement, en C, une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur. Et donc, ça peut devenir un peu compliqué si on veut, par exemple, retourner, par exemple, l'heure qu'il est. On va avoir l'heure, les minutes, les secondes, les millisecondes, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait pour retourner ça d'une manière efficace au lieu de devoir appeler quatre fonctions pour faire la même chose? Et dès le début du langage C, les concepteurs avaient prévu ça. Donc, les structs, ça ne date pas d'hier, ça date des premières versions du langage C. Et ont conçu une manière de créer des types qu'on appelle composites, c'est-à-dire qu'ils se composent de plusieurs types de bases et forment un tout cohérent qu'on peut appeler. On peut voir ça un peu comme l'ancêtre des classes en passant. Donc, si vous avez fait du C++, du Java, du Python, en fait, les classes sont une forme de struct qui est plus évoluée, qui permet plus de choses. En C, les structures, même si techniquement on peut mettre des fonctions dedans, servent surtout à stocker des données, alors que les classes, évidemment, sont beaucoup plus évoluées. Mais dans ce cas-ci, les structs donc, permettent de créer des types composites. Un exemple ici qui est tiré du laboratoire 2, où est-ce qu'on communique entre un serveur et un client. Ça, c'est un exemple d'une struct qui va contenir une réponse du serveur. Le premier champ qu'il contient, c'est le statut, donc est-ce que la requête a fonctionné ou pas, par exemple. Et le deuxième va contenir la taille de la requête. Donc, on va le voir lorsqu'on va décrire le laboratoire 2. On parle de la taille du fichier, donc combien d'octets qui suivent, etc. Cette structure-là contient les deux choses en même temps. Et lorsqu'on la définit, on est capable de définir les deux choses en même temps au lieu de devoir envoyer deux variables séparément. On notera, soit dit en passant, qu'une struct en C, on doit toujours mettre un point-virgule à la fin de sa définition. Donc, même si on n'a pas déclaré de variable de type struct MSGREP, on doit quand même mettre un point-virgule pour dire au compilateur que sa définition est terminée. C'est pas une très grosse erreur parce que le compilateur vous fait remarquer, mais si vous évitez ça, vous allez vous éviter 2-3 erreurs de compilation. Et donc, à quoi elles servent? Elles peuvent servir pour passer un argument à une fonction. Par exemple, la fonction connect. Donc, lorsqu'on va se connecter à un serveur, on veut envoyer des données sur un socket. On va utiliser comme premier argument un descripteur de socket. On verra ce que c'est plus tard. Mais surtout, comme deuxième argument ici, une struct de type sock-addr qui, elle, contient toutes les informations, par exemple l'adresse, le protocole, et ainsi de suite, contient toutes les informations qui permettent à Connect de savoir comment se connecter. On remarque que c'est un pointeur vers cette structure-là. Donc, autrement dit, on va retourner l'adresse de cette structure-là au lieu de devoir la copier à chaque fois. De la même manière, on peut utiliser une struct pour recevoir une réponse de la part d'une fonction. Et un exemple très simple de ça est la fonction getTimeOfDay, qui retourne donc l'heure, les minutes, les secondes, les millisecondes, voire même des informations à propos du fuseau horaire, mais qui les retourne dans une struct que vous lui avez donnée. Alors, on crée nous-mêmes ces structs-là, donc timeval et timezones, et getTimeOfDay, finalement, on lui donne l'adresse de ces structs-là, et cette fonction-là va remplir les différents champs de ces structs-là. Et lorsque c'est terminé, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez, et par exemple les secondes ou les millisecondes, peu importe, allez chercher ce que vous voulez, et le reste, vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave, mais l'idée, c'est que tout va être rempli d'un seul coup, au lieu de devoir appeler une fonction pour avoir des secondes, les millisecondes, et ainsi de suite. Et donc, un piège qui arrive, encore une fois, assez fréquemment, dans lequel les étudiants tombent souvent, comment est-ce qu'on peut calculer la taille d'une struct? Ça va être évidemment très important de calculer sa taille lorsqu'on veut en allouer dynamiquement. On a vu dans le sous-module précédent, pour utiliser malloc, calloc, il faut connaître la taille de ce qu'on alloue. Lorsqu'on veut l'envoyer, il faut connaître la taille de ce qu'on veut envoyer. Un piège qu'il y a quand on veut calculer la taille, c'est de simplement additionner la taille de ces éléments. Un exemple ici très simple, j'ai une structure qui est factice, mais c'est pour donner un exemple, qui contient un élément de type car, un élément de type int, un élément de type car. Donc, on pourrait se dire, en supposant qu'un caractère fait 1 octet, int fait 4 octets et car fait 1 octet, que la taille de ma struct va être 1 plus 4 plus 1, 6. Ça aurait quand même un certain sens. Mais donc, on va l'essayer. Si j'imprime la taille d'un car, la taille d'un int et la taille de ma struct, on remarquera qu'on peut ici aussi utiliser sizeOf, qui va me retourner la taille de ma structure. On obtient ça. Donc, 1 et 4 comme on pensait, mais au lieu d'être 6, c'est 12 la taille de ma struct. Et là, il y a plusieurs raisons derrière ça. Je ne veux pas forcément m'embarquer là-dedans. Ce n'est pas l'objectif du cours. Pour ceux qui sont curieux, c'est souvent des questions d'alignement, à savoir qu'un processeur peut requérir que les adresses, par exemple, soient des multiples de 4 ou des multiples de 8, des choses comme ça.
Pour toutes ces raisons-là, le compilateur est obligé parfois d'espacer un peu les éléments qui sont dans la structure, ce qui fait qu'on ne peut pas simplement additionner ou même facilement prévoir quelle va être la taille de la structure. À cause de ça, c'est toujours important, lorsque vous avez besoin pour une raison ou une autre d'obtenir la taille d'une structure, toujours utiliser l'opérateur sizeof comme ça ici, et non pas tenter d'être un peu plus intelligent en disant il suffit que j'additionne puis je vais savoir directement ce que c'est. Non, ça ne marchera pas. Utilisez toujours le sizeof sur la structure elle-même. Et donc, OK, on utilise sizeof pour obtenir la taille d'une structure, mais un autre piège dans lequel beaucoup de gens peuvent tomber, c'est de calculer la taille d'un pointeur vers une structure au lieu de la structure elle-même. Un exemple ici, j'alloue, ici encore une fois, ma struct, cette fois-là, je l'alloue dynamiquement, donc c'est tout à fait correct. Je prends ma loc et je lui donne la taille de ma structure, donc c'est tout à fait valable. Pointeur vers struct va pointer vers un espace mémoire qui a suffisamment de mémoire pour stocker une structure de type ma struct. Ça, c'est parfaitement correct. Par contre, admettons que je veux lire, bien lire, il va me demander où est-ce que je veux enregistrer ça, donc pointeur vers struct, encore une fois, c'est parfaitement correct. Et je dis, ben, combien je veux lire? Ben, je veux lire la taille de ma struct, donc sizeof, pointeur vers struct. C'est une erreur, mais une erreur très subtile, parce que c'est une erreur au sens où vous calculez cette fois la taille du pointeur et non pas la taille de votre structure. La taille du pointeur qui pourrait être 4, qui pourrait être 8, qui par chance pourrait se retrouver être la taille de votre structure, mais qui a beaucoup plus de chances aussi de créer des bugs un peu subtils. Et donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment faire la différence. Ça ici, c'est vraiment un pointeur, c'est une adresse, alors que ça ici, qui est la façon correcte de le faire, c'est la taille de ce vers quoi le pointeur pointe, donc une struct de type mastruct, et c'est correct de le faire comme ça. Donc le premier est erroné. Si vous faites ça, vous allez avoir des bugs bizarres de temps en temps. Le deuxième est correct. Une façon un peu plus explicite de le faire, pour vraiment dire la taille que vous voulez, c'est celui-là. Donc de dire, je veux la taille de la struct mastruct directement. Donc on réécrit le type qu'on veut ici. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, faites attention parce que vos deux arguments ici sont découplés. À savoir, si pour une raison ou une autre, vous réécrivez une partie de votre code, vous voulez changer certaines façons de faire, et que vous dites, ben, je vais changer mon type. Maintenant, ce ne sera plus struct mastruct, ça va être struct, je ne sais pas moi, mastruct pour lire, par exemple. Peu importe. Un autre type que vous avez déclaré qui a une taille différente. Ben, le problème, c'est que ici, il faut absolument penser à le changer aussi. Parce que là, vous devez vous assurer que ce sizeof-là, c'est bel et bien le sizeof de la struct qui est pointé par ça ici. En utilisant ça, c'est peut-être un peu moins explicite, mais d'un autre côté, vous êtes certain que vous allez toujours, peu importe ce que vous changez avant, ces deux-là vont toujours être cohérents. Celui-là, comme je l'ai dit, certaines personnes trouvent ça plus explicite et plus facile à lire, c'est correct, mais faites attention, si vous changez votre code, de vous assurer que le sizeof que vous faites ici, c'est bel et bien le sizeof de ce à quoi le pointeur réfère. Encore une fois, le problème dans toutes ces choses-là, c'est que le compilateur va accepter de le faire. À la limite, souvent ici, si vous regardez les warnings, il va probablement vous dire, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Parce que je suis pas certain que c'est ça que tu veux faire, mais il va accepter de le faire. Ça, c'est certain. Il va pas faire une erreur de compilation. Et donc, ça peut être subtil. Et celui-là aussi, si vous avez deux types différents, le compilateur va souvent accepter de le faire sans warning, parfois avec des avertissements, mais parfois non. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on fait, et là, ici, c'est un exemple de read, mais dès que vous utilisez une taille d'une struct, faites très attention d'être certain que vous utilisez la taille de la bonne chose et non pas la taille du pointeur vers cette structure. Et donc, ça nous amène à un quatrième piège potentiel, l'initialisation. Donc, on a déjà parlé avec la mémoire qu'en C, par défaut, rien n'est initialisé. Donc, c'est pas que c'est forcément pas 0, mais il n'y a rien qui vous dit que ça va être 0. Et donc, un exemple du problème que ça peut causer, c'est ça ici. Donc, j'ai une structure qui contient des instructions d'affichage qui veut simplement afficher une valeur et un entier qui dit combien de fois on doit l'afficher. Et la fonction qui affiche, ben, elle reçoit cette structure-là, un pointeur en fait dans cette structure-là, et dit, ben, je vais afficher le nombre de fois, donc combien de fois répéter la valeur, je vais faire un printf de la valeur qu'il faut afficher. Et là, on pourrait se dire, bon, parfait, je vais l'utiliser, je crée une structure, tout à fait correcte, de manière statique, il n'y a pas de problème ici. Je mets une valeur à afficher, 42.42, et j'appelle fonction qui affiche en lui passant l'adresse de la structure, ce qui est équivalent à lui donner un pointeur là-dessus. On pourrait se dire, bon, parfait, donc ça va afficher. Combien de fois il va l'afficher? Ben, au pire, j'ai jamais mis ce que devait être combien de fois répéter la valeur, donc il va probablement mettre 0, donc au pire, il n'affichera rien. Ben, malheureusement, c'est pas vrai. La valeur qui est là va être complètement arbitraire. Ça pourrait être 0, mais ça pourrait aussi être 12 500 000. Dans ce cas-là, ça va être un problème, vous avez une boucle qui essaie d'afficher aussi souvent.
OK? Donc, vous ne pouvez pas vous fier au fait que parce que vous n'avez pas rempli tous les champs, forcément, ils vont être à 0. Malheureusement, c'est pas comme ça que le C fonctionne. Et ce, même si vous allouez ça statiquement ici, donc c'est-à-dire, c'est pas un malloc ou quoi que ce soit, c'est vraiment statique, mais malgré tout, le C ne va pas initialiser vos éléments ici. Et là, on l'a dit, c'est statique. Même si c'est une structure allouée dynamiquement, ben, il faut évidemment le faire. On a vu dans le dernier sous-module que malloc n'alloue pas, c'est-à-dire, il alloue les données, mais n'initialise pas les données à 0. Donc ici, c'est vraiment correct de faire ça comme ça. Donc malloc avec la taille que vous voulez. Mais ce n'est pas correct de pouvoir se dire que telle valeur est donc forcément à 0 ici. Il y a donc 3 façons d'allouer une structure à 0. La première, si c'est statiquement, comme on l'a vu à la diapositive précédente, c'est d'utiliser cette notation un peu spéciale crochet 0. Par exemple, ici, struct par struct égale crochet 0. Qu'est-ce que ça dit au compilateur? C'est de tout mettre à 0. Et ça, c'est valable. Si alloué dynamiquement, comme on en a parlé, vous devriez probablement utiliser calloc au lieu de malloc, à moins qu'il y ait vraiment des bonnes raisons pour le faire. On voit par exemple ici, je vais en allouer une, donc c'est pour ça que je mets un petit chiffre. Combien d'éléments je vais allouer? C'est un seul. Quelle taille je vais allouer? C'est ça. Et calloc garantit que la mémoire qu'il va retourner va être initialisée à 0. Bon, ça c'est quand même bien. Troisièmement, encore une fois, comme on l'a vu, si vous utilisez malloc, vous pouvez quand même utiliser memset, ou en fait, peu importe ce que vous utilisez, vous pouvez toujours utiliser memset, en lui passant l'adresse de votre structure, 0 comme valeur de remplissage, et la taille de ce que vous voulez faire, encore une fois, en faisant attention de ne pas donner la taille du pointeur, mais bien la taille de la structure. Petite chose que je viens de remarquer aussi, lorsque je vous mentionne ça, lorsqu'on veut accéder à une valeur dans la structure, on peut utiliser le point. Un peu comme quand on a une classe en Python ou un objet, des choses comme ça. Donc, par exemple, S.valeur affichage peut accéder à valeur affichage dans la structure S. Ça, c'est correct. On remarque qu'ici, j'utilise cette espèce d'opérateur flèche, finalement. Mais c'est tout simplement que ça, c'est un raccourci du C qui vous évite d'avoir à écrire entre parenthèses étoile INSTR, fermez la parenthèse, point, combien de fois répéter la valeur. Autrement dit, vous déréférencez le pointeur, vous mettez un point parce que c'est maintenant du struct et vous allez chercher le champ que vous voulez. Mais cet opérateur-là va faire la même chose sans que vous ayez besoin de vous casser la tête. Donc finalement, lorsque vous utilisez directement la struct, vous utilisez un point. Si vous voulez utiliser un pointeur sur une structure, vous utilisez cette espèce d'opérateur flèche qui est tiré plus grand que. Vous utilisez cet opérateur-là et ça va faire exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 façons différentes. C'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment de si vous utilisez directement la structure ou un pointeur vers celle-là. Voilà. Et donc ça, c'est les 3 façons d'allouer à 0. Et ça va être très important, particulièrement lorsque vous appelez des fonctions de la librairie standard ou du système. L'exemple que j'ai donné à la dernière diapositive est un peu arrangé avec le gars des vues. Il y a peu de chances que vous fassiez une erreur comme ça vous-même. La plupart du temps, lorsque vous créez une structure, vous mettez seulement des choses qui vous sont utiles et donc vous allez de toute façon tout initialiser. Mais en général, les fonctions du système, là, il peut y avoir plein d'arguments qui ne vous sont pas utiles. Je pense par exemple à la fonction connect qu'on a vu tout à l'heure, qui reçoit sock ADDR comme structure passant en argument. Il y a certains champs là-dedans qui ne vous sont pas utiles et vous pourriez dire je mets juste rien dedans, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de rien mettre. Moi, j'ai renseigné les choses qui m'étaient utiles, le reste, je ne mets rien. Un autre exemple, dans le laboratoire 3, vous allez devoir appeler l'ordonnanceur du système. Vous allez devoir changer le mode d'ordonnancement de votre processus. Et cet ordonnanceur-là reçoit finalement une structure avec beaucoup de champs, dont beaucoup ne vous seront pas forcément utiles. Et vous pourriez dire, encore une fois, je remplis ce qui m'est utile, le reste, j'ai juste pas à le mettre. Le problème, si vous faites ça, c'est que vous allez vous retrouver avec des éléments initialisés aléatoirement, et vous avez beau savoir qu'ils ne sont pas utiles, le système, lui, ne le sait pas. Donc, il va essayer de les interpréter, et ça va donner des résultats, encore une fois, aléatoires, très difficiles à déboguer. Donc, de toute façon, c'est toujours une bonne pratique que d'initialiser à 0 toutes les données que vous avez, mais c'est absolument essentiel pour toutes les structures qui ne sont pas les vôtres, celles que vous passez en argument à d'autres fonctions que vous ne connaissez pas forcément. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes si vous vous assurez que tout ce que vous passez et que vous n'avez pas explicitement assigné une valeur soit à 0. Comme ça, il n'y a pas de question à se poser. C'est certain qu'il n'y aura pas de valeurs factices qui vont apparaître. Maintenant, on a des structures, ça va contenir des données. Je l'ai dit, des structures, c'est vraiment là pour contenir des données. On pourrait se demander comment on peut les copier, les lire ou les écrire. En fait, là-dessus, il y a un petit avantage, c'est que pour le C,
au final, tout ça, c'est des octets en mémoire. Du struct et tout ça, c'est juste une façon de les désigner, mais au final, c'est des octets qui se suivent en mémoire. Donc, par exemple, j'ai une structure ici, donc j'ai initialisé à 0, encore une fois, avec une bonne pratique. J'en ai une deuxième, qui celle-là n'est pas initialisée, mais c'est pas grave parce que je vais écrire dedans immédiatement. Comment est-ce qu'on peut copier celle-là vers celle-là? On peut utiliser la fonction memcopy. Et là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on va en parler un peu plus dans un autre sous-module, mais memcopy, si vous regardez les arguments, elle prend des cards, des pointeurs vers des caractères finalement ici. Et là, on pourrait dire, ben voyons, mais ça ne fonctionnera pas. Certaines implémentations prennent même des pointeurs sur void, donc vous pourriez dire, ben ça ne fonctionnera pas, on sera pas capable de juste copier ça. Ben la réponse est que oui, en fait. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous dites? C'est l'adresse de S1 commence à copier à partir de là. Vers où je veux que tu copies, c'est l'adresse de S2. Et combien d'octets que je veux que tu copies? Ben la taille de ma structure. Et pour le C, c'est parfaitement correct. Il va simplement copier le nombre d'octets qui correspond à la taille de la structure. Et donc, va copier juste le bon nombre d'octets pour que, en mémoire, ce qu'il y a dans S1 se transfère dans S2. Donc, ça peut sembler incorrect quand on regarde des langages de plus haut niveau, mais pour du C, c'est même la manière de faire. On suppose simplement que toutes ces choses-là sont en mémoire et donc on peut les copier comme des octets. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être certain d'avoir la bonne taille à copier et il faut utiliser le bon argument pour sizeof. Ça fonctionne aussi évidemment avec des pointeurs. Ben, là-dessus aussi, il faut s'assurer d'avoir alloué suffisamment d'espace avant de faire la copie. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que le C ne fera pas pour vous. Par exemple, ici, donc on dit j'ai ma structure, par exemple, encore de la même chose qu'ici, et j'ai un pointeur vers une structure de ce même type. Et là, on pourrait dire, parfait, je peux copier depuis là, donc je mets le petit caractère ici pour avoir l'adresse, et je veux copier vers ça, qui est déjà un pointeur, et je mets la bonne taille. On pourrait dire, parfait, il n'y aura pas de problème. C'est une erreur. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Ben, c'est parce que ça, pour l'instant, oui, c'est un pointeur vers une struct mastruct, mais il n'est pas initialisé à rien, il n'est pas alloué, il n'y a aucune mémoire valide qui correspond à cette adresse-là. Et donc, faire ça, encore une fois, dépendant de votre système, de votre compilateur, de la chance, de la phase de la Lune, peu importe, ben vous allez obtenir des résultats aléatoires, voire souvent des crashs. La bonne façon de faire, S1 peut rester pareil, ça c'est la bonne déclaration, il n'y a pas de problème, mais il faut maintenant allouer ici. Donc là, ici, j'ai mis sizeof de S1, c'est plus court. On aurait pu mettre sizeof de struct mastruct, ça serait pareil. Et dans ce cas-là, maintenant, ce pointeur-là est valide et on peut l'utiliser dans la même copie pour copier d'un endroit à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on peut transmettre une structure? Ben, c'est la même chose. Pour le C, tout est un assemblage d'octets. Si vous regardez les fonctions read et les fonctions write, tout ce qu'elles font, c'est copier des octets d'un endroit à un autre. Donc, read va prendre des octets, que ce soit dans un fichier, dans un socket, peu importe, dans un autre type de structure de données, et il va vous le copier là où vous demandez, et il va copier le nombre d'octets, au plus le nombre d'octets, c'est-à-dire que vous demandez. Donc, par exemple, ici, vous ouvrez un fichier qui contient une struct. Comment est-ce qu'on peut lire maintenant qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, vous avez une structure, vous dites « je veux lire depuis ce fichier-là », qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux écrire le résultat de ce que je lis? C'est là-dedans, à l'adresse de S1. Et combien d'octets je veux lire au plus? C'est ça ici, la taille finalement de S1. OK? Et c'est exactement la même chose pour écrire, juste que dans le cas d'écrire, ben, vous allez écrire dans un fichier ou dans un socket à partir d'une structure qui est déjà initialisée. Et donc, ça, si vous regardez par exemple, je vais juste aller vous montrer quelque chose tout de suite dans le Lab 3. Probablement que lorsque vous regardez cette vidéo-là, vous n'êtes pas encore rendu là, mais c'est pour vous donner une petite idée. Vous allez voir dans le Lab 3 qu'on va dire, bon, par exemple, on a un espace mémoire partagé, etc. Là, ça parle de décalage offset par rapport au début du buffer, mutex, compteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment je peux lire ça? Il y a quelqu'un qui va vous envoyer ça, puis vous devez être capable de le lire. Mais comment je lis ça? Je les lis un par un? Qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, comment est-ce qu'on lit? C'est que si vous regardez dans le code qu'on vous fournit, on définit une struct, même partage header, comme ça, qui contient mutex, framewriter, framereader, largeur, hauteur, canaux, FPS. Et c'est pas un hasard, ben c'est la même chose que ce qu'il y a ici. Et l'élément important, pardon, je vais juste revenir ici, l'élément important, c'est que ça, cette structure-là, si vous avez par exemple un buffer qui contient ça, donc un tampon qui contient les octets de ça, vous pouvez juste la lire, l'écrire ou la copier depuis même copie, depuis une struct même partage header initialisée, et automatiquement, tous vos champs vont être initialisés à ça. Moi, souvent, j'aime ça référer comme dire, c'est comme si vous placiez une espèce de calque sur la mémoire. Donc, vous avez la mémoire qui contient ça,
mais qui la contient de manière contiguë. Pour la mémoire, à la base, c'est un tableau de caractères. Elle n'a aucune idée de ce que le premier octet signifie, le 8e, le 15e, et ainsi de suite. C'est juste des octets en mémoire qui se suivent. Ben, lorsque vous placez votre struct par-dessus, vous venez finalement définir pour le compilateur, ben, les 4 premiers octets sont un pointeur vers un mutex. Les 4 octets suivants sont le compteur écrivain, encore une fois, si vous allez voir la définition du laboratoire, qu'est-ce que c'est, mais bref, un entier non signé de 32 bits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas à lire chacun de ces éléments-là un par un. Vous avez simplement à créer une struct comme ça et copier ou lire ou écrire, peu importe, les données brutes dans cette struct-là. Et vous allez automatiquement obtenir une struct dont toutes les valeurs ici vont être valables, simplement parce que vous avez utilisé le même ordonnancement que ce qui est dans la spécification. Évidemment, si vous changez, par exemple, je ne sais pas moi, largeur et hauteur, ben là, ça ne fonctionnera pas parce que ce qui vous est envoyé, la largeur vient avant la hauteur. Donc, il faut absolument que ça soit le même ordre que ce qui est prévu. Et soit dit en passant, pour terminer ce module-là, ce genre de choses-là, c'est la manière classique d'enregistrer des fichiers pour un programme en C. Donc, si vous avez, par exemple, des plus vieux programmes qui enregistrent des fichiers au format binaire, pour prendre un exemple, le vieux format de Microsoft Word qui est un point doc, ben en fait, qu'est-ce que c'est un point doc? C'est un assemblage de structs qui ont été écrites une après les autres et qui sont lues, encore une fois, une après les autres. Donc, c'est totalement binaire, mais lorsque vous avez le bon calque à placer sur ces éléments binaires-là, vous êtes capable de donner un sens, finalement, à ces données. Alors, encore une fois, on n'ira pas aussi loin, mais c'est pour vous dire, pour le C, encore une fois, même si vous dites, oui, mais regardez, la fonction read demande un tableau de car, par exemple, vous pouvez le copier dans un tableau de car si vous voulez, mais si vous savez déjà que vous allez recevoir une struct comme ça, vous pouvez même directement la lire là-dedans. Donc, un petit truc, ne vous cassez pas la tête plus qu'il faut. Il y a plein de choses qui sont compliquées en C, mais ça au moins c'est assez simple. La seule chose dont vous devez vous assurer, c'est que c'est bien envoyé le même patron que vous voulez. Parce que par exemple, si je lis ça en pensant que c'est supposé être une struct de type mastruct, mais qu'en fait dans mon fichier c'est une struct d'un autre type, ben c'est pas que ça va cracher encore une fois. Le C va lire de manière tout à fait confiante ce qu'il y a là, va remplir des valeurs, mais ça ne voudra rien dire pour vous. Quand vous allez les lire, vous allez dire, ben voyons, ça n'a aucun sens ces valeurs-là, comment ça se fait qu'il m'a mis ça là-dedans, c'est pas ça qui est dans mon fichier. Ben pour le C, ça n'a aucune importance. Lui, il copie un endroit mémoire vers une autre zone mémoire et il dit, parfait, c'est ça qu'on m'a demandé, moi, je me lave les mains avec ce que tu fais avec ça après. Donc c'est très important évidemment, de vous assurer que ce que vous lisez est bel et bien ce que vous pensez lire. Dans le cadre des laboratoires, dans le cours, ça va être relativement facile parce que vous contrôlez un peu toutes les parties de cette chose-là. Mais en pratique, vous allez devoir faire attention à ce que vous enregistrez des fichiers, d'être sûr de lire la bonne chose. Sur ce, ça conclut la section sur les structures. On va maintenant voir les fonctions système et surtout comment trouver la référence de ces fonctions système-là.